Lancement ce matin de la deuxième phase du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. 13 pays sont engagés sur ce programme en 2 phases de 5 ans pour contribuer à l'augmentation de la production agricole. La cérémonie de lancement a été présidée par le Premier ministre Moussa Mara. Visite ce vendredi à Caille du ministre du Commerce pour s'enquérir des conditions de travail des agents de la Direction régionale du commerce et de la concurrence et de l'État d'approvisionnement du marché en produits de première nécessité en ce mois de carême. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre nos programmes et bienvenue au journal. Lancement ce matin au CICB de la deuxième phase du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Ce programme en 2 phases de 5 ans entame son second round avec 13 pays engagés et a pour objectif de contribuer à l'augmentation de la productivité agricole. La cérémonie de lancement était présidée par le Premier ministre Moussa Mara. Reportage de Alousseni Touré. D'un coût d'environ 27 milliards de francs CFA, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest pour le Mali est mis en œuvre par le CORAF et financé par la Banque mondiale. Il vise l'atteinte des objectifs du millénaire à travers l'augmentation de la productivité agricole. Pour le Mali, c'est un instrument clé dans la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole que la Banque mondiale et d'autres partenaires au développement se sont engagés d'appuyer. Pour situer l'importance de ce programme, il faut se rappeler l'engagement souscrit par les chefs d'État africains à Maputo en 2003 et consistant à allouer au moins 10% de leur budget national à l'agriculture de manière à atteindre une croissance agricole soutenue d'au moins 6% par an d'ici 2015. Nous n'en sommes pas loin, nous sommes déjà en 2014 et j'espère que nous avons plus ou moins atteint cet objectif. Le PPAO est donc une contribution de la Banque mondiale à ce noble objectif. Il vise concrètement à contribuer à l'amélioration de la productivité des cultures prioritaires en Afrique de l'Ouest. Le projet est subdivisé en 4 composantes: le développement et la dissémination des technologies améliorées, la promotion des centres nationaux de spécialisation, le financement à la demande des technologies, la dernière composante étant la coordination, la gestion et le suivi et évaluation du projet. Je reste convaincu que la diffusion à grande échelle de ces technologies permettra à notre agriculture d'atteindre les 6% de croissance. Ces bons résultats ont été obtenus grâce à l'engagement des chercheurs, des vulgarisateurs et des producteurs. Je saisis cette occasion pour leur exprimer mes vives félicitations. Assurément, avec ce projet, nous avons des chercheurs qui ne font pas que chercher, mais qui trouvent aussi. Pour amplifier les acquis de cette phase et d'accélérer la transformation de notre agriculture, le gouvernement du Mali a conclu avec la Banque mondiale un nouvel accord de financement de 60 millions de dollars pour une seconde phase de 5 ans. Ce programme vient à point nommé car le plan Mali émergent, souhaité par le président de la République, chef de l'État, prévoit les voies et moyens permettant au Mali de négocier les grandes transitions socio-économiques au mieux de ses intérêts. Au nombre de ces grandes transitions, la transition productive vers une agriculture intensive, soutenue par des technologies éprouvées, une forte professionnalisation des agriculteurs, une bonne maîtrise des outils de production et orientée vers le marché. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, phase 2, s'étend sur 5 ans. Et puis cet avis avant de poursuivre cette édition en prélude aux pourparlers intermaliens qui vont s'ouvrir la semaine prochaine à Alger. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, invite l'ensemble des leaders religieux à organiser ce vendredi et ce dimanche et jour suivant des séances de prière à travers tout le pays. Ces prières sont destinées à implorer le Tout-Puissant afin que les négociations se déroulent dans un climat apaisé pour la réconciliation nationale. Une rencontre entre le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord et le député du Nord s'est tenue ce matin au sein de ce département. Au cours de cette rencontre, le directeur général de l'Agence de développement du Nord ADN et le directeur des finances et du matériel du département ont parlé des réalisations faites dans les régions du Nord et les perspectives pour leur reconstruction. Les élus ont aussi donné leur point de vue. Compte rendu de Mahamadou Doumbia.
Rencontrer les députés du Nord, échanger autour des préoccupations des populations dans le domaine du développement, de la reconstruction et des difficultés sociales, c'était l'ordre du jour de cette réunion. Il me paraît important aussi de vous faire le point de projets et programmes importants dont la mise en œuvre effective impactera significativement, j'en suis convaincu, le développement socio-économique des régions du Nord et constituera sans nul doute, en plus de la politique de régionalisation envisagée, une réponse appropriée aux préoccupations majeures des populations du Nord du Mali. Créée en 2005 et fonctionnelle depuis 2007, l'Agence de développement du Nord a entre autres financé 276 projets jeunes, creusé des forages, des puits villageois, construit des salles de classe, des parcs de vaccination, des micro-barrages, des caisses d'épargne et de crédit pour environ 32 milliards de francs CFA. Nous avons aujourd'hui un hôpital où il n'y a pas de spécialité, où les médicaments manquent. Nous avons eu 2 épreuves avec les blessés qui sont arrivés de Kidal. Nous savons également que sur ce plan alimentaire, les animaux souffrent énormément parce qu'il n'y a pas de pluie. Aujourd'hui, au-delà de la polémique après l'occupation des régions du Nord par les terroristes, tout est presque à reprendre. Des actions concrètes pour la reconstruction des régions du Nord et suivies par le département de la planification sont en cours. Et pourtant, selon les élus, la priorité aujourd'hui, c'est l'eau, l'électricité et l'humanitaire. Il faut qu'on veille à ce que les choses se passent normalement, comme le président, comme le pouvoir actuel l'exige, des changements dans la façon de gérer le développement de notre pays et puis l'assistance aux populations. Il faudrait que ça soit fait autrement que ça s'était passé par le passé. Pour certains élus, le gouvernement peut mieux faire. Nous avons des richesses. Ce n'est que l'organisation de nos moyens qui manque. Par exemple, le problème d'eau dans la région de Kidal ou dans la zone entre Kidal et Menaka-Gao, nous dormons sur l'une des plus riches nappes d'eau souterraine du monde. Avec peu de moyens, on peut avoir de l'eau. Avec peu de moyens, ces éleveurs pourront avoir tout ce qu'ils veulent avec leur élevage. Dans le Tamasna, dans le Tulimsi. Selon le député de Kidal, certes, beaucoup doit être fait dans les régions du Nord. Cependant, le développement doit être global et concerner toutes les régions du Mali, sans exclusive. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a remis cet après-midi les clés de 30 logements à leurs bénéficiaires. Le site situé à Samaya est réalisé par la Sopromac BTP et financé par la BMS SA pour plus d'1,5 milliard de francs CFA. Mohamed Diarra. 2 membres du gouvernement remettant les clés des logements sociaux à certains clients de la Banque malienne de solidarité BMS SA. Le geste a une portée historique puisque cela fait des années que certains rêvaient d'avoir un chez-soi. Notre ravissement est d'autant plus grand que chaque fois qu'il me vient l'idée de visiter cette cité, me revient les chants de mon enfance que nous connaissons tous, si on est de la formation des années 1960, et qui est visiter les lieux, me remet quelques bulles de souvenirs. Samaya, encadré par le feuillage, on dirait un nid d'oiseau. Pour la réalisation de ces logements, la Sopromac BTP a été investie de la confiance de la BMS SA. Sur le présent site que nous inaugurons, il est prévu la construction de 167 logements de différents types, dont 30 logements déjà terminés et 13 logements à la demande des clients sont en cours d'exécution. Ces logements sont de type F2, F3, F4 et F5 pour des montants qui oscillent entre 23 et 35 millions de francs CFA. Pour cette première phase, l'institution bancaire a déboursé 1,6 milliard de francs CFA. Le coût élevé de ces logements, en moyenne 23 millions, c'est assez élevé pour la moyenne malienne. Mais il faut savoir que c'est l'incidence du prix du terrain. Le coût du terrain a été ici sur ce site 10 millions pour 250 mètres carrés. Alors pour 23 millions, si vous enlevez 10 millions de prix du terrain, vous êtes à 13 millions. Et ce ne sont pas des logements subventionnés à l'instar des logements sociaux. Cette complicité entre la BMS SA et Sopromac BTP vise à prendre une part importante dans la mise en œuvre du programme présidentiel qui est de réaliser 54 000 logements pour ce quinquennat. Un bel exemple public-privé qui doit inspirer d'autres. Je me réjouis de voir une entreprise malienne s'engager dans le privé-privé pour élaborer et mettre en œuvre un programme immobilier
de manière à contribuer à la réalisation des ambitieux programmes dont s'est doté le gouvernement du Mali. Par-delà, on doit, en ce moment précis, apprécier combien le rôle des institutions bancaires peut être important dans la promotion, le renforcement et le développement du secteur immobilier. Le site est viabilisé et offre un cadre de vie meilleur aux nouveaux habitants du Samaya. S'enquérir des conditions de travail des agents de la Direction régionale du commerce et de la concurrence de Caille et de l'état d'approvisionnement du marché en riz et en sucre en ce mois de carême, procéder à la remise de vivres aux malades et aux prisonniers. Tels sont les objectifs de la visite ce vendredi à Caille du ministre du Commerce. Abdelkader Konaté a pu constater que le marché est bien approvisionné en produits de première nécessité à des prix abordables. Kansoutou Konaté. Le ministre du Commerce et de la Concurrence s'est rendu à la Direction régionale du commerce et de la concurrence pour voir les conditions de travail de cette structure, occasion pour le directeur régional Sanogo d'expliquer à l'hôte les difficultés que son service rencontre. Au cours des échanges, M. Sanogo a rassuré le ministre en ce qui concerne le bon état d'approvisionnement du marché en sucre, en riz, à des prix abordables pour les populations en ce mois de carême. Nos difficultés sont d'ordre le déficit de ressources humaines, ressources de moyens logistiques. Vraiment, ça fait défaut. Les agents, l'effectif est très faible par rapport à l'énormité de la tâche qui nous attend. Au jour d'aujourd'hui, le marché de Caille est très bien approvisionné face au mois de carême. Le sucre est à hauteur de souhait. Nous sommes dans l'ordre de 3000 tonnes de sucre. Le riz, presque la même quantité. L'huile, jusqu'à 25 000 litres. La farine, 600 tonnes. Et c'est des quantités qui continuent à arriver de l'extérieur. Le ministre a rendu visite aux établissements Abdoulaye Niang et Mamadou Diarra dit Michel pour constater. Le prix du sucre aujourd'hui à la tonne, nous le donnons à 393 000 francs. Pour le riz, nous donnons la tonne à 296 000 francs. En ce mois béni de Dieu, le ministre a pensé aux démunis, aux prisonniers et aux malades. En compagnie de sa délégation, Abdelkarim Konaté a procédé à une remise de dons composée d'une tonne de riz, de sucre et 3 bœufs aux malades de l'hôpital Foussendao, une tonne de riz et un bœuf aux prisonniers. Activité ministérielle toujours à la ville de Konna et la deuxième étape de la visite du ministre de la Réconciliation dans les zones post-conflit. Zahabi Sidi Ould Mohamed a rencontré la population qu'il a invité à aller vers la paix et à la réconciliation. Sur le terrain, il a pu constater l'état de destruction de la ville. Mais pour lui, la seule alternative reste la paix en attendant la reconstruction. Envoyé spéciaux, Tchadje Moussa Kamara, Moussa Arimaïka. 16 mois après le 10 janvier 2013, le jour suivant, qui a vu sa libération des mains des djihadistes, revoilà Konna, la ville martyre, et la ville symbole, à la rencontre cette fois du ministre en charge de la réconciliation nationale à travers une visite guidée ayant permis à l'ordre du jour d'apprécier au nom du gouvernement du Mali toute la dimension de la furie destructrice et la dimension des dégâts imposés à notre peuple depuis Konna, corollaire d'un combat héroïque et de l'engagement de nos forces armées et de sécurité appuyées par Serval pour sortir vainqueur d'un combat dont l'honneur du Mali est le prix. J'ai un double sentiment qui me traverse. Le premier, c'est une pensée à toutes les victimes civiles et militaires, les braves soldats maliens qui se sont battus ici dans des conditions que tout le monde connaît. Et puis aussi les victimes civiles ici, les traumatismes des populations par rapport à cette guerre qui nous a été imposée. Et le deuxième aussi, une pensée à nos alliés français et de la communauté internationale, surtout aux alliés français qui ont payé un prix pour ici avec le monument dressé pour le martyr d'Amiens. Et la troisième chose, je vais dire qu'il faut faire vite pour oublier tout ça, pour aller vers la paix, pour aller à la réconciliation. La rencontre avec les populations de Konna a permis au ministre de la Réconciliation, Zahabi Ould Sidi Mohamed, d'apprécier les préoccupations. Préoccupations de ses concitoyens auxquels il a annoncé la mise en place prochaine de la communauté Vérité, Justice et Réconciliation, tout comme le niveau très avancé des négociations aujourd'hui en cours entre le gouvernement et les mouvements armés à Alger. Au-delà des préoccupations de ses concitoyens,
le ministre Zabi Ould Mohamed a également apprécié l'engagement d'un peuple meurtri à Konna, mais debout, engagé et convaincu qu'il n'y a malgré tout pas d'autre alternative à la crise actuelle que la paix. La guerre, là, on est fatigué jusqu'au bout. Nous, surtout nous les femmes, nos enfants, on a vu tout. Vraiment. La réconciliation, là, si on parle de réconciliation, c'est fait pour nous les femmes même, parce que c'est ce qu'on souhaite. La femme, là, ne veut pas d'histoire. Nous voulons toujours la paix. On a même formé un bureau pour la réconciliation ici à Konna. On a une case de la paix pour Konna, fait par UNIFEM. Et j'en profite pour lancer un appel à tous les mouvements armés pour qu'ils comprennent que la guerre ne résout pas ce problème. On ne peut pas résoudre ce problème par la force. Il faut le dialogue et il faut accepter de dialoguer parce que c'est de ça qu'on a besoin. Et regardez toute cette infrastructure détruite qui devait servir au développement, au soulagement des populations. Voilà qu'on fait maintenant, on revient en arrière et il faut reconstruire tout ça. Konna en langue bozo signifie aide-moi. Et c'est tout le sens de la solidarité internationale autour du peuple malien, par tous les peuples du monde, engagés qu'ils sont à imposer la paix. Et dont le symbole vivant reste aujourd'hui Damien Boiteux, ici, mort pour Konna, mort pour le Mali et pour la paix mondiale. Konna, la ville martyre qui renaît tout doucement de ses cendres. En 5e région, c'est la ville de Bandiagara qui a abrité les activités de la cérémonie de lancement du projet de renforcement de la résilience aux conflits et aux catastrophes des communautés affectées par les conflits dans les cercles de Douanza et de Bandiagara. Pour un coût total de plus de 91 millions de francs CFA, le présent projet vise le renforcement de la résilience des communautés touchées par l'insécurité alimentaire tout en améliorant les productions agricoles et les revenus des populations. Reportage de Aminata Touré. Pour un coût de plus de 91 millions de francs CFA et une durée de 10 mois, le projet de renforcement de la résilience aux conflits et aux catastrophes des communautés affectées par les conflits dans les cercles de Bandiagara et Douanza qui vient d'être lancé est financé par Iris Aid à travers Christian Aid et sera mis en œuvre par Action Promotion Humaine, APH. L'objectif général, créer les conditions pour la coexistence pacifique des communautés qui sont actuellement dominés par des formes de tension et d'insécurité. À renforcer la résilience des communautés touchées par l'insécurité alimentaire en améliorant les productions agricoles et les revenus des populations. Les zones d'intervention du projet sont les communes de Borkou, Soroli et Bandiagara dans le cercle de Bandiagara, Djamweli, Boré, Tiedi et Douanza dans le cercle de Douanza. Notre cercle a été durement éprouvé par la crise. Nous vous assurons de notre accompagnement pour que le projet atteigne l'objectif qu'il s'est assigné. J'exhorte tous les partenaires d'APH à œuvrer pour que le projet puisse atteindre l'objectif fixé. Les résultats attendus du projet sont, entre autres, de former en gestion des conflits 23 comités de prévention et de gestion des conflits, faire bénéficier 23 associations d'un appui de fonds de roulement pour les activités génératrices de revenus. La commission eau, énergie, industrie, mines, artisanat, tourisme et technologie de l'Assemblée nationale est sur le terrain. La délégation conduite par l'honorable Bakary Fomba a visité la centrale d'énergie hybride de Koumantou avant de se rendre à la mine d'or de Morila, une mine qui doit fermer ses portes dans 3 ans. Envoyés spéciaux à Koumantou et à Morila, Seydou Sissoko et Moïse Traoré. Koumantou sur l'axe Bougouni-Sikasso est la première étape de la mission de la Commission de l'eau, de l'énergie, des mines, de l'artisanat, du tourisme et des nouvelles technologies de l'Assemblée nationale. Depuis juillet 2012, la commune rurale de 14 000 habitants a le bénéfice d'un système d'énergie hybride. Le nombre d'abonnés est de 124 alors que la centrale peut desservir 300 foyers, unités et services. Le forfait payé mensuellement par l'habitant est de 3 000 francs, l'éclairage public y compris. Coût trop élevé selon certains, alors que la desserte est de 10 heures par jour. On devrait quand même avoir dans un premier temps 300 et quelques abonnés pour pouvoir mettre normalement les moteurs en marche. Mais cela ne tend pas. Alors l'opérateur a jugé nécessaire quand même de prendre les premiers pas
servir à ces pertes. C'est ce qu'ils nous ont dit techniquement. Aujourd'hui, le coût du kilowatt est vendu à la population à 250 francs. Et ce qui est même paradoxal, c'est qu'au moment où la centrale marchait uniquement sur du diesel, le coût à la consommation était de 215 francs le kilowatt. Et on ne comprend pas comment, avec l'hybridation, ce coût au consommateur revient à 250 francs le kilowatt. Il y a problème, bien sûr, puisque nous essayons toujours d'améliorer la situation. La mine d'or de Morila doit fermer en 2007. Depuis quelques années, elle a initié des activités d'agrobusiness dont les populations et les compressés vont hériter. Des avaries de 145 millions, ça va être partagé entre les travailleurs. Les travailleurs licenciés, on ne le souhaite pas, ceux qui sont morts. À la date d'aujourd'hui, si on fermait la mine, en plus des droits, chaque travailleur va avoir plus de 500 000 francs CFA. Il devient de plus en plus impératif pour n'importe quelle société minière de s'intéresser aux autres activités de développement, notamment en s'inspirant sur les plans de développement économique, social et culturel des communautés de base. La contribution de la mine d'or de Morila à l'économie du Mali depuis son ouverture est de 902 milliards de francs CFA. Le premier lingot d'or a été produit en octobre 2000. Plus de 500 millions de francs CFA pour insérer plus de 450 jeunes vulnérables dans les circuits de production après une formation qualifiante. C'est l'ambition affichée par le Conseil régional de Sikasso et ses partenaires, Handicap International et la SNV. Le projet Insertion professionnelle orientée, métier écologiquement responsable IPOMER, qui couvre les cercles de Bougouni et Sikasso, a été lancé ce jeudi. Ortem Sikasso, Daouda Djekité. 450 jeunes vulnérables, dont 50% de femmes et 15% de personnes handicapées, 140 ateliers et coopératives vertes, 100 artisans et 10 agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont les principaux bénéficiaires de ce projet intitulé Projet d'insertion professionnelle orientée, métier écologiquement responsable, IPOMER. La mise en œuvre est assurée par le consortium Conseil régional, la SNV et Handicap International pour plus de 554 millions de francs CFA, financé par l'Agence française de développement AFD. Le projet IPOMER entre dans le cadre du 3e axe d'intervention de handicap au Mali. À travers ce projet IPOMER, Handicap International avec la SNV et le CRS entendent répondre aux problèmes des populations rurales dans la recherche de conditions de vie satisfaisantes. Une initiative qui s'inscrit en droite ligne des priorités des collectivités décentralisées. L'objectif général est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables au Mali à travers une formation par l'apprentissage traditionnel innovante et un accompagnement vers l'emploi. La région de Sikasso, première région agricole et deuxième d'élevage au Mali, est classée suivant les statistiques officielles parmi les plus pauvres du pays. Les projets couvre les cercles de Bougouni et Sikasso pour une durée initiale de 3 ans. Une semaine après sa prise de fonction, le nouveau commandant de l'opération Maliba, le colonel-major Younoussa Barazi Maïga, a entrepris une série de prises de contact après les partenaires de l'opération Serval, l'aménagement et les autorités politico-administratives. Le commandant a rendu une visite de courtoisie aux leaders traditionnels, coutumiers et religieux de la ville de Gao. Reportage de Daouda Zoumana Traoré avec la collaboration de l'équipe de la DIRPA. L'opération Maliba, à travers cette initiative, veut une fois de plus renforcer les liens de collaboration entre les FAMA et la population de la cité des Askia. Pour ce faire, le commandant de l'opération Maliba a remercié les acteurs locaux pour leur soutien multiforme en faveur de toutes les entités de défense et de sécurité, ainsi qu'à leurs partenaires. Auprès de ces gardiens de la tradition, la satisfaction est le maître mot. Notre population doit être une population républicaine, c'est-à-dire elle doit collaborer avec son armée, elle doit aussi rester stable. Chaque fois qu'il y a quelque chose, les chefs d'éducation sont premiers sur le terrain. Donc maintenant, il y a la calmie, on voit les gens, c'est tranquille, tu peux aller là où tu veux maintenant. Les religieux de Gao ont également accueilli le nouveau commandant du théâtre qui compte sur le concours et la clairvoyance de ses leaders. Nous sommes toujours ensemble avec nos frères de l'opération FAMA. Donc vraiment, on est très satisfait de cette visite. Ça nous a aussi réconforté du fait que nous voyons toujours que notre État pense toujours à collaborer avec nous. Comme le chef militaire est un meneur d'hommes, les religieux aussi sont des meneurs d'hommes. À travers ces représentants, nous savons pertinemment que
tout va passer d'une manière positive. C'est-à-dire que l'adresse qu'ils vont lancer en direction de leurs fidèles sera bien entendue. Et c'est eux qui drainent les hommes, c'est eux qui reçoivent les populations. Et les populations généralement ont beaucoup confiance à ceux qui viennent de l'église ou bien du musulman. Le commandant du théâtre de l'opération Maliba a remis du sucre, des dattes et des enveloppes symboliques aux leaders pour leur venir en aide en ce mois béni de Ramadan. Ces visites ont été ponctuées de bénédictions pour la nation malienne et pour les forces armées et de sécurité. 102 millions de francs CFA, c'est la valeur de kits médicaux que l'ONG Luxe Développement vient d'offrir à 7 CESCOM et le CRF du cercle de Gourmara-Rousse. Cet appui s'inscrit dans le cadre du démarrage des activités socio-sanitaires des régions du Nord. Cette opération contribuera à l'amélioration des conditions de travail des agents socio-sanitaires de la 6e région. Ortem Tombouctou, Almouzer, Alkamissa, Yatara. Cet appui d'une valeur de 102 millions s'inscrit dans le cadre du relèvement rapide des régions du Nord. Il est destiné à 7 CESCOM et les centres de santé de Gourmara-Rousse. La suite de l'état des lieux que nous avons eu à faire dans les différents CESCOM, on s'est rendu compte qu'il y a encore un gap à combler. Donc, dans la synergie avec les autres partenaires, nous avons pu identifier quel est le manque au niveau de ces CESCOM, ce que les autres partenaires n'ont pas pu encore donner. Et c'est dans ce cadre que nous avons apporté ces kits. Cette fois-ci, c'est 7 CESCOM qui bénéficient. Des CESCOM qui, pendant la crise, ont été pillés, saccagés et qui ont vraiment besoin de cet équipement pour commencer à offrir des soins de qualité aux populations. Selon les autorités locales, ces partenariats féconds entre l'X Développement et les CCRF du cercle de Gourmara-Rousse n'est pas fortuit. Ce geste de notre partenaire, l'X Développement, s'inscrit en droite ligne de la volonté affichée des autorités de notre pays d'améliorer les conditions de santé des populations du Mali. Cette opération contribuera à l'amélioration des conditions de travail des agents socio-sanitaires de la 6e région. L'Organisation islamique internationale de secours d'Arabie Saoudite au Mali vole au secours les veuves des militaires maliens. Les produits alimentaires offerts aux 100 veuves s'inscrivent dans le cadre du programme Ifrar Ramadan, un programme de plus de 20 millions de francs CFA destiné à appuyer les veuves, les orphelins et les rapatriés de Centrafrique. La cérémonie de remise s'est déroulée à l'état-major de la garde nationale, Fademba Keïta. Ce premier geste de l'Organisation islamique internationale de secours d'Arabie Saoudite est destiné à 100 veuves militaires des garnisons de Bamako, Kati et Koulikoro. Composé de riz, de sucre et d'huile, le don s'inscrit dans le cadre des activités du mois de Ramadan à travers le projet des repas des fins de jeûne ou des paniers alimentaires de bienfaisance du mois béni. Pour ce programme, nous allons distribuer cette année 35 tonnes de denrées alimentaires au profit de 570 familles, dont 100 familles de veuves militaires, 150 familles de déplacés du Nord, 100 familles de rapatriés de Centrafrique et 200 familles pauvres de Bamako. La direction du service social des armées et toute la hiérarchie militaire s'en réjouissent. Cette action hautement sociale, qui n'est pas une première, témoigne non seulement tout l'attachement que le peuple malien fait montre à l'égard des familles des forces armées, mais également la franche collaboration entre l'Organisation islamique internationale de secours au Mali et le ministère de la Défense et des anciens combattants à travers la direction du service social des armées. Je remercie donc les donateurs qui n'ont pas fait distinction, aucune distinction, et puis qui ont apporté ces dons pour encore soulager en ces mois particuliers de Ramadan pour que les veuves et les orphelins puissent vraiment avoir quelque chose. Le programme Iftar Ramadan, en plus de 35 tonnes de denrées alimentaires au profit de 570 familles, prévoit également des aides humanitaires en faveur des régions du Nord, des séminaires de formation et la prise en charge des orphelins. L'Organisation islamique internationale de secours SIS à Jeddah en Arabie Saoudite est présente dans 34 pays, dont le Mali depuis 1994. Plus de 154 structures sanitaires privées enregistrées dans le seul district de Bamako. C'est le constat d'une opération menée par le Conseil de l'Ordre national des médecins du Mali. L'information a été rendue publique ce vendredi lors de la conférence de presse animée par l'institution. Une occasion pour les médecins d'étaler leurs ambitions pour la profession. Mamoudou Sidibé. Le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali, installé en juin dernier, a initié cette conférence de presse.
L'objectif est non seulement de présenter le bureau, mais aussi d'expliquer ses missions, son bilan en termes d'activités menées et les perspectives. Les missions de l'ordre, à savoir veiller au respect de l'éthique et de la déontologie, ont été source d'inspiration pour les journalistes. C'est ainsi que les hommes des médias ont voulu savoir le rôle du bureau dans la prolifération anarchique des structures privées, la violation de la déontologie dans certaines structures de la place. La liste n'est pas exhaustive. Nous sommes conscients de ce problème de prolifération des structures privées de façon anarchique. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, ça a été fait de façon progressive, mais il y a plusieurs niveaux de responsabilité, en tout cas pour ce qui concerne l'ordre des médecins. Nous avons pris le problème à bras le corps et ceux qui étaient illégalement installés de façon fantoche, nous sommes arrivés à fermer leurs portes. C'est pour cela que nous avons fermé près de 20 structures fantoches au niveau du district de Bamako. Au dire du président, son bureau, à travers des formations de la ressources humaines et d'autres activités, veut opérer un changement au niveau de la profession. Ce bureau de 12 membres veille sur 4600 médecins enregistrés. Nous sommes aujourd'hui 11 juillet et c'est la journée mondiale de la population. Cette année, l'événement est placé sous le thème « Investir dans la jeunesse ». Le Mali, avec plus de 14 millions d'habitants, reste l'un des pays les plus pauvres du monde avec un taux de fécondité de 6 enfants par femme. Alpha Maïga. La population du Mali est estimée à plus de 14 millions d'habitants selon le recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC de 2008. Le taux de fécondité est de 6 enfants par femme selon la même source. Et c'est pour célébrer cette population qu'une journée lui est consacrée. Il s'agit du 11 juillet. À cette occasion, cette mobilisation particulièrement des jeunes pour commémorer la journée mondiale de la population. L'événement est organisé par le ministère de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population. Le thème cette année, c'est investir dans la jeunesse, enjeux et importance. Donc, en réalité, la journée mondiale de la population, c'est pour vraiment faire passer un certain nombre de messages clés. Mais il est très important de noter que vraiment c'est une journée d'information sur les questions de population et de développement. Mais c'est une journée aussi de sensibilisation. Sensibilisation vraiment par rapport aux défis, par rapport aux problématiques posées à travers donc la mise en œuvre de la politique nationale de population. Rappelons que c'était depuis 1989 que le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement a recommandé de faire du 11 juillet la journée mondiale de la population. Les responsables de la Fondation Wild a été face à la presse nationale pour faire la restitution d'un atelier que la Fondation a organisé en mai 2013 à Bamako. L'atelier qui a permis de dégager plusieurs recommandations portait sur la réconciliation et la reconstruction post-conflit dans le Gourma malien. Reportage de Abdraman Maïka. Après son atelier sur la réconciliation et la reconstruction post-conflit dans le Gourma au Mali, la Fondation Wild a rencontré la presse nationale pour faire la restitution des résultats de cet atelier. L'atelier tenu en mai 2013 a permis aux participants de faire des propositions concrètes relatives à la paix et au développement des cercles de Douanza, de Gourma-Ararous et d'Ansongo. Le préalable à cela, il faut l'accompagnement de tout le monde, la volonté, l'engagement de l'État et surtout des élus. Ils sont incontournables dans cette situation. Que l'ensemble de ces partenaires s'asseyent ensemble, plus les partenaires techniques et financiers, et qu'on dégage un processus vers lequel on y va, impliquant tout le monde et sans faire d'exclusion de qui que ce soit. En organisant le présent atelier de Bamako, la Fondation Wild visait plusieurs objectifs, parmi lesquels la mobilisation des acteurs pour favoriser en urgence la réconciliation et la reconstruction de la paix dans le Gourma malien et l'identification des menaces qui pèsent sur la paix au sein des différents groupes ethniques. L'une des pistes, c'est de faire des ateliers au niveau local, au niveau régional, pour qu'ensemble les gens puissent s'asseoir sous l'arbre et de discuter. L'eau est déjà versée, il faut oublier ça et de repartir sur de nouvelles bases et de faire en sorte que la situation vécue ne se reproduise plus jamais. La mise en place d'une plateforme sur les mesures immédiates à prendre, la définition des modalités de reconstruction post-conflit dans la zone du Gourma, accompagnée du processus de réconciliation nationale, sont entre autres objectifs poursuivis par l'atelier.
500 enfants de la commune de Mourdia, dans le cercle de Nara, ont désormais des extraits d'actes de naissance. L'établissement de ces actes administratifs a été rendu possible grâce à l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF et son partenaire Orange Mali. Les documents ont été remis à leurs bénéficiaires au cours d'une cérémonie en présence des notables élus locaux et autorités administratives. Envoyés spéciaux à Mourdia, Mamadou Kouyaté et Batraoui. L'acte de naissance est d'une impérieuse nécessité pour chaque enfant. C'est pourquoi l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF a contribué à l'établissement d'extraits d'actes de naissance pour 500 enfants de la commune de Mourdia. Un enfant qui n'a pas d'acte de naissance est un enfant qui n'a pas d'identité. Et si les enfants n'ont pas d'acte de naissance, c'est un problème aussi de développement pour le Mali. Tous les enfants qui n'ont pas été enregistrés à l'état civil sont considérés comme n'existant pas. Donc c'est important même pour la politique de développement de l'État malien que les enfants puissent être enregistrés, qu'ils puissent avoir des actes de naissance pour faire en sorte que les politiques et les programmes qui vont être menés reflètent réellement la réalité. Cette sympathie de l'APDF envers les enfants est largement partagée par son partenaire, l'opérateur téléphonique Orange Mali, qui ajoutera qu'il faut aller au-delà. La Fondation a soutenu sans hésiter l'APDF parce que un enfant sans acte de naissance, c'est un enfant qui n'existe pas. Donc c'est un enfant qu'on ne peut pas scolariser. C'est un enfant qui ne peut pas avoir accès aux soins de santé de base s'il n'a pas de papier. Les enfants ont un papier maintenant, il faut penser à les scolariser et à prendre à charge leurs frais de scolarité. Donc nous continuerons à accompagner la PDF pour que ces enfants puissent aller à l'école. Le donateur du jour n'a pas non plus oublié les mamans des enfants. Elles ont reçu à leur tour un moulin. Ce moulin est désormais installé au centre bâti cassé de Mourdia. Plus de 20 millions de francs CFA, c'est le coût d'un complexe de loisirs que l'ONG World Vision vient de mettre à la disposition des enfants de l'aire de développement de Kimparana dans le cercle de 100. Ce centre s'inscrit dans le cadre de la journée dédiée à l'anniversaire des enfants du secteur. Reportage de Kandesila. Le centre de loisirs de Kimparana est composé d'une salle et d'un espace de jeu équipé plus un terrain de sport. Ce complexe qui a coûté environ 20 millions de francs CFA est un cadeau de l'ONG World Vision aux enfants de l'ère de développement sectoriel ADP de Kimparana qui regroupe 4 communes du cercle de 100. L'inauguration à l'occasion de cette journée qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée de l'enfant africain et de la célébration de l'anniversaire des enfants de l'ADP vise à mobiliser les autorités locales, parents et autres décideurs autour des droits fondamentaux de l'enfant, dont le droit à l'éducation. Ensemble, que nous nous donnions la main pour la cause des enfants. Aujourd'hui, il est reconnu que la qualité de l'éducation laisse à réfléchir. Chacun de nous est interpellé. Nous, les organisations humanitaires, nous les parents et nous les enfants. C'est en nous donnant la main seulement que nous pouvons améliorer cela. Au niveau de l'ADP de Kimparana, environ 2000 enfants sont parrainés. Ces enfants et leur communauté bénéficient de l'ONG World Vision des conditions idoines pour leur bien-être. Je ne peux douter que les lendemains meilleurs sont au bout du fil pour les enfants du Mali en général et pour ceux de l'ADP de Kimparana en particulier. Nous les enfants de l'ADP de Kimparana souhaitons la paix dans les régions du nord du Mali afin que nos camarades de solidarité puissent aller à l'école. Une journée festive certes, marquée par des animations, des concours de danse et autres jeux divers, mais également cette journée dédiée à l'enfant africain a été une occasion de reconnaissance au préfet sortant de Kimparana. La cérémonie de la journée a pris fin par un match de football opposant les enfants de Kimparana. La transition est toute trouvée pour parler de sport. Football, championnat national au compte de la 23e journée. Le club olympique de Bamako a battu l'USFAS par 1-0. En seconde heure, ASL Luigi FC et les 11 créateurs de Nyarila se sont partagés les points de la rencontre 0 but partout. Compte rendu de Mamoutou Dante. Après sa défaite face au leader de stade malien 3-0 en 20e journée, le club olympique de Bamako a enregistré sa 3e victoire consécutive contre l'USFAS 1-0. Juste avant la mi-temps, bien servi dans la zone de vérité, Amidou Traoré ouvre le score pour les Verts à la 40e minute. Mi-temps 1-0 pour le COB. En deuxième période, l'USFAS revient avec beaucoup plus d'engagement et finit la partie sans réussir l'égalisation. Désormais, le COB se positionne à la deuxième place avec 47 points.
Après la défaite contre le Stade malien, on s'est dit que le championnat n'est pas fini. Il faut continuer à serrer la ceinture pour gérer le reste du championnat. C'est l'USFAS qui a eu les premières occasions. Mais malheureusement, les garçons, ils confondent vitesse et précipitation. Ils manquent de lucidité devant le but. Bon, je pense qu'on va continuer à corriger. Juste après cette rencontre, LUH FC d'Aguelhok et les 11 cratères de Nyarela se sont partagés les points 0 but partout. Malgré la domination des 11 créateurs dans cette partie, l'équipe de la 8e région a résisté jusqu'à la fin du temps réglementaire. Nous, on a plus besoin de la victoire que le match nul. Mais on va se contenter de ça, c'est le football. Nous, quand même, on est optimiste et on va le rester jusqu'à la dernière journée. C'est une équipe qui n'a rien à perdre. Ils viennent, ils jouent tranquille. Nous, on a une petite pression à nous de gagner pour se maintenir là où on est. Je pense que le partage de points est salutaire. À cette journée de la fin de Ligue 1, les 11 créateurs de Nyarela enregistrent ainsi 3 matchs nuls consécutifs. LUH FC n'avait pas réussi à avoir des points depuis la 16e journée. Un but partout contre le Djoliba AC. Désormais, l'équipe d'Aguelhok a 9 points au compteur. Voilà, tout à l'heure après ce journal, vous pourrez suivre un magazine consacré à la visite du Premier ministre en 3e région. Rendez-vous donc après le bulletin météo. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.